peut avoir du Satoshi sans avoir la volatilité de Bitcoin. Donc là, c'est le paradis sur Terre. Et la Mhm. deuxième phase de Bitcoin, c'est quelle est la valeur de Bitcoin financièrement parlant. Et ça se joue en Occident sur les marchés financiers. Et Mhm. c'est assez marrant parce qu'en Occident, tout le monde se dit, mais pourquoi ça, qui utilise Bitcoin? Pourquoi est-ce que ça a de la valeur fondamentalement? Un ours, quand il attaque, il lève les pattes et blanc. Et on a probablement, si tout se passe bien comme d'habitude, passé ce qu'on appelle le bottom, à savoir le bas, le plancher du bear market. Donc a priori, la hausse est devant nous et tout va bien se passer. Sur les marchés financiers, la volatilité, c'est de l'ordre de 20% Mhm. par an. Sur Bitcoin, on est de l'ordre de 100%. Oui, il l'a dit, c'est une honte. Il a dit, c'est absolument pas normal que des gars comme moi deviennent encore plus riches avec des politiques monétaires. Ça s'est Ouais. fait, hein, le salaire, à la base, à un moment, on payait en sel. Donc, Ok. on a fait un salaire. Donc, une solution à ça, pour développer les infrastructures qui coûtent très cher le plus rapidement possible, c'est d'appeler des gens comme CleanSat Mining. Les infrastructures sont à faire. Donc, ce qui serait malin, et ça, on en a parlé au président Touadéra en Centrafrique. L'Afrique a vraiment une opportunité pour développer ses infrastructures énergétiques. Et je le dis et je le répète, la croissance économique d'un pays est strictement proportionnelle à la capacité qu'elle a de mettre de l'énergie en œuvre. En Mhm. Centrafrique, le gros problème qu'il y a eu, c'est d'avoir mélangé les genres entre le Sango Coin et le Bitcoin. Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai discuté alors avec des personnes du gouvernement de Centrafrique, mais Mhm. aussi avec des gens dans la rue à Bangui, parce que le soir, on s'est barré en douce pour aller voir, pour aller voir comment les gens vivaient. On appelle les VC, c'est les venture capitalistes, et c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, qui les mettent dans une société et qui disent, bah, avec cet argent, on va financer des projets et en prenant des parts de cette société. Je pense à un projet comme IMX, comme ImmutableX par exemple, où le token n'a aucune espèce d'utilité et du coup, il est artificialisé avec des volumes factices. Bah ça, c'est un machin, ça va mal finir, quoi. Si tu as peur de perdre ta clé privée, eh ben, tu peux très bien dire je la coupe en 3 morceaux et chaque morceau, je les mets chez un notaire différent. En Afrique, aujourd'hui, vous avez beaucoup, beaucoup moins de barrières pour rentrer en concurrence frontale avec les Occidentaux. C'est quand même un truc assez extraordinaire. C'est ce que je vous Moi, dis souvent, les je gars. dis ça, je C'est ce dis que je vous rien. dis souvent. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà, là, ça ne vient pas de moi. Bonjour, bonjour la communauté crypto en Afrique. Aujourd'hui, je reçois Richard, Bonjour Fred, bonjour tout le monde. voilà, de la communauté, le fondateur de Grand Angle, donc l'un des plus gros médias européens, qui parle d'économie, de finance, d'investissement et de ce qui vous intéresse, la crypto-monnaie. Donc, merci beaucoup, Richard, d'avoir accepté notre invitation de parler à la communauté africaine. Euh, Beaucoup auront l'occasion de te découvrir. Je sais que beaucoup te connaissent déjà. Lorsque je t'ai introduit, il y en a qui disent, ah ouais, Richard, ouais, c'est cool. Donc, ça faisait plaisir de voir que voilà, ton travail a pu traverser les continents malgré euh, certains retards qu'on peut accuser du côté de l'Afrique, mais il y en a qui font quand même l'effort d'être à la page. Donc là, est-ce que tu peux te présenter, Richard? Oui, bah, c'est une bonne présentation, hein. À la base, moi, j'ai 10 ans dans le bâtiment où j'étais chef de projet, donc rien à voir. Et puis, finalement, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à créer Grand Angle, qui était un média économique. Et puis après, je me suis intéressé à la crypto par hasard. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant ce truc. On va voir un peu, on va pousser un peu. Et en 6 mois, j'ai créé Grand Angle Crypto parce que je me suis dit, il y a un vrai sujet. Et en fait, la finance est en train de se déplacer vers la crypto et surtout Bitcoin est la couche de base, la fondation de tout le système qui permet notamment la bancarisation, l'accès à la bancarisation sans banque. Donc, il va falloir trouver un autre nom parce que c'est de la bancarisation sans banque. Et puis après ça, là, j'ai créé il n'y a pas longtemps, au mois de décembre, Grand Angle Meta, qui s'intéresse au métavers, mais là, c'est beaucoup plus spéculatif, parce que l'idée, c'est que les gens, en fait, vont être contraints à bouger de moins en moins, surtout en Occident, pour des raisons de limitation d'émissions de gaz à effet de serre et de contraintes énergétiques, tout simplement.
Mhm. moins de pétrole, moins de bagnoles, voilà, donc moins de déplacements. C'est aussi simple que ça. Et du coup, je me suis dit, va falloir qu'ils s'occupent. Donc, s'ils veulent s'occuper, une des choses qu'ils peuvent faire, c'est jouer à des jeux vidéo. Mhm. Et dans ce cas-là, je me suis dit, tiens, crypto, jeux vidéo, il y aurait peut-être des choses à faire rigolotes si on mettait la propriété dans les jeux vidéo. Et j'ai Mhm. commencé à m'intéresser à ça, voilà. Mais du coup, là, on est là pour parler de crypto. Et c'est ce qu'on disait un peu avant. Ce qui est fascinant avec Bitcoin, c'est que Bitcoin a vraiment deux faces. Il y a Mhm. une première face qui est l'adoption par l'usage, où ça, on l'observe dans les pays où la monnaie est en plus mauvais état dans le monde, où elle est en très mauvais état. Parce qu'en Mhm. fait, une mauvaise monnaie a une volatilité qui est très forte. Et le problème, c'est qu'en plus, c'est une volatilité à la baisse. Donc, on a 100% de vol, mais à la baisse. Alors qu'avec Bitcoin, on a 100% de volatilité, mais à la hausse. Ah, ouais. Du coup, on se dit, quitte à choisir entre les deux, Il faut vite quitte à fait, là. subir, quitte à subir la volatilité, parce que la volatilité, c'est vraiment pas marrant à vivre, autant Mhm. l'avoir à la hausse. Et en plus, maintenant, il n'y a même plus forcément besoin d'avoir de volatilité sur Bitcoin, parce qu'il y a les StableSat de Nicolas avec le Bitcoin Beach Wallet, qui est développé au Salvador. Et le StableSat, c'est des Satoshi qui sont, via des produits dérivés, qui sont stables, qui sont indexés sur le dollar. Donc, du Ah, coup, on peut avoir du Satoshi sans avoir la volatilité de Bitcoin. Donc là, c'est le paradis sur Terre. Et du coup, on a des gens qui vont passer de rien ou peu de choses à un wallet Bitcoin, donc au top de la technologie, sans mhm. passer par la case système bancaire et tout le tralala qui va avec. Donc ça, c'est assez fantastique et c'est ça l'adoption de fonds. Et la Mhm. deuxième phase de Bitcoin, c'est quelle est la valeur de Bitcoin financièrement parlant. Et ça se joue en Occident sur les marchés financiers. Et Mhm. c'est assez marrant parce qu'en Occident, tout le monde se dit, mais pourquoi ça, qui utilise Bitcoin? Pourquoi est-ce que ça a de la valeur fondamentalement? Et ben, Ouais, la valeur, on la trouve en Afrique, en Amérique latine et dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Donc c'est assez fascinant. ouais, ouais. Bah, c'est super parce que moi, je me suis toujours dit, les États adopteraient plus Bitcoin si jamais il devenait vraiment stable. Donc, si personne veut s'élever un jour et puis voir une chute de 10%, 20%, etc. Donc, si on atteint vraiment un niveau de stabilité, peut-être à ce moment, ça sera 1 million, peut-être ça sera 10 dollars, mais que ce soit vraiment, vraiment stable. Et là, maintenant, un gouvernement, surtout nous les Africains, quand on voit tout ce qu'on perd en utilisant des monnaies comme du CFA, etc. C'est vraiment compliqué. Mais avant de parler de ça, j'aimerais déjà que tu me parles du bear market. C'est un peu la dépression sur le marché actuellement. Déjà, pour toi, c'est quoi le bear market et c'est quoi la différence entre ce bear market? Parce que certains disent celui-ci est trop long, etc. Toi qui es un peu là depuis, dis-moi, pour toi, c'est quoi le bear market et pourquoi celui-ci est différent? Bon, de base, ce qu'on appelle donc bear, ça veut dire c'est un ours en anglais, et on parle de bull market, c'est un taureau, et de bear market, parce qu'en marché baissier, un ours quand il attaque, il lève les pattes et blam, il assomme le gars qui est devant, mais Ouais. il part du haut vers le bas, quoi. Blam. Et un taureau, quand il envoie valdinguer un bonhomme, c'est l'inverse, il le prend par le bas et il l'envoie en l'air. Donc à la base, c'est ça, le bear market et le bull market, c'est le marché baissier et le marché haussier. Et c'est très imagé, j'aime bien raconter ça parce que on comprend tout de suite de quoi ça parle. Ouais. Donc là, on est en train de se faire aplatir. Et on a probablement, si tout se passe bien comme d'habitude, passé ce qu'on appelle le bottom, à savoir le bas, le plancher du bear market. Et ça, c'est quelque chose, donc a priori, la hausse est devant nous et tout va bien se passer, en théorie seulement. Ouais. On verra. C'est Yogi Berra, un entraîneur de baseball, qui disait en théorie, la pratique et la théorie, c'est pareil. En pratique, c'est très différent. Et, et lui, il entraînait une équipe de baseball, donc il voyait bien la différence. Et en fait, Ouais. ce qu'on observe sur Bitcoin, c'est qu'il y a une amplitude de ces cycles, parce que ce cycle, en fait, c'est juste la vie, hein. Un cœur humain, globalement, il est en bull market et en bear market toutes les secondes. Mhm. 60 fois par seconde, il a un cycle haussier, un cycle baissier. La volatilité, c'est la vie. Donc tout ce qui est vivant est volatile. Quand tu n'es absolument plus volatile, tu es mort. Voilà. Exact. Quelque chose de mort n'a aucune volatilité. Donc c'est quelque chose qu'on observe partout, la volatilité dans tout ce qui est vivant. Donc ça, c'est normal. Par Mhm. contre, pourquoi on l'observe aussi fort sur Bitcoin?
Sur les marchés financiers, la volatilité, c'est de l'ordre de 20% Mhm. par an. Sur Bitcoin, on est de l'ordre de 100%. Donc, ça bouge vachement plus vite. Et pourquoi? Eh ben, parce que l'adoption, la principale cause, c'est que l'adoption de Bitcoin n'est pas finie. D'ailleurs, la volatilité n'est que de 100% aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années en arrière, elle était beaucoup plus élevée. Et en Mhm. fait, plus on va utiliser Bitcoin, plus on sera nombreux à utiliser Bitcoin, plus la volatilité va se réduire. Et on Mhm. sait que la volatilité de l'or, c'est quelque chose comme 15% par an. Et Mhm. on sait que lorsque Bitcoin sera aussi utilisé que l'or, ben, on devrait atteindre ce type de volatilité. Et comme Bitcoin a vocation à être beaucoup plus utilisé que l'or, parce qu'il est beaucoup plus pratique, eh Mhm. bien, on devrait avoir une volatilité beaucoup plus faible dans le meilleur des mondes si tout se passe bien. Et quel est le mécanisme fondamental qui fait que le prix de Bitcoin s'envole de temps en temps? Alors, j'entends beaucoup parler du halving, le fameux halving, c'est-à-dire que Ouais. dans le protocole de Bitcoin, tous les 4 ans, on divise la récompense qui est accordée aux mineurs à chaque bloc par 2. Mhm. Bitcoin, c'est assez simple, hein, il y a un nœud, donc un nœud, on va dire que c'est un utilisateur pour faire simple. Lui, il envoie des transactions et il paye des frais pour ces transactions. Ces frais, ils sont récupérés par le mineur qui sécurise la blockchain, pour faire simple, qui sécurise Bitcoin. Et en Mhm. plus des frais, pour l'aider au début, eh bien, le protocole crée de nouveaux bitcoins toutes les 10 minutes. Donc au Mhm. début, il y avait 0 bitcoin, on lance le protocole et puis on émet 50 bitcoins par toutes les 10 minutes. 50, 50, 50, 50. Et Mhm. halving suivant, 25. Alors là, c'est plus comme ça, c'est comme ça. Et puis après 25, c'est 12,5. Donc on s'aplatit. Et là, on est à 6 et demi et on va passer à 325 au mois de mai. Et ce qu'on observe, pourquoi je vous raconte tout ça, parce que c'est pas très rigolo, c'est que par période de 4 ans, 6 mois environ après le halving, il y a Mhm. une magie qui opère, le prix du Bitcoin remonte. Et tout le monde se dit, c'est fantastique, quand le halving se produit, c'est le signe annonçateur du marché haussier. Et en vrai, moi, je pense que pas du tout. Parce que techniquement, c'est quelque chose de tout à fait anticipé par les marchés. Le halving, c'est quelque chose de métronométrique. Ça tombe Mhm. vraiment comme une horloge. Donc, tout le monde est au courant. Donc, ça ne peut pas être une surprise. Or, quand on a le prix qui s'envole, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le monde qui a changé que les marchés ne pouvaient pas savoir. Il y a Mhm. quelque chose qui s'est produit, on s'est dit, ah bah mince, ça je ne l'avais pas vu venir. Donc le halving, j'y crois pas. Par contre, ce qu'on voit, c'est que par cycle de 4 ans, il y a un autre type de cycle qui est à l'œuvre, c'est les cycles microéconomiques, qu'on appelle des cycles de Kitchin pour ceux qui s'intéressent. Mais peu importe. En gros, ces phases de volatilité, de hausse et de baisse dans l'économie, c'est à peu près 3-4 ans. Et Mhm. ça se synchronise, ça se superpose avec les halvings. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on rentre en phase de crise, les banques centrales envoient des tombereaux d'argent. Ils nous noient sous le cash. Enfin, nous, pas toi et moi, hein, mais leurs potes, les gens qui sont le plus proches d'eux. Donc, Ouais. tellement sauver les marchés financiers, refinancer des entreprises. Ouais. Bernard Arnault l'a dit, hein, le plus riche français et le troisième plus riche au monde, patron de LVMH. Il a Mhm. dit, moi, les politiques d'impression de la Banque centrale européenne, allez-y tant que vous voulez, ça m'a rendu encore plus riche que je ne l'étais. Ah Et oui, il là. oui, il l'a dit, c'est une honte. Il a dit, c'est absolument pas normal que des gars comme moi deviennent encore plus riches avec des politiques monétaires. Oh là là. Mais parce que les banques centrales ne savent pas faire autrement en réalité. C'est pas Mhm. juste qu'elles sont mauvaises, qu'elles sont mal intentionnées. Il y a de ça, mais pas que. C'est surtout qu'elles ne savent pas faire autrement. Et du coup, tous les 4 ans, on se retrouve avec des vagues de liquidités qui arrivent en fonction des nouvelles crises qui émergent, parce qu'on est dans quelque chose de vivant. Or, Mhm. il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans une phase de remontée des taux d'intérêt, et les taux d'intérêt sont à plus de 5% aux États-Unis et doivent être à 4,25 en Europe, ce qui est largement au-dessus de la croissance de long terme de l'Europe et des États-Unis. Mhm. Donc, on est en train de préparer une récession puisque pour combattre l'inflation, il faut créer des récessions. Quand les prix montent trop fort, eh ben, pour que les prix baissent, il faut entraîner des entreprises à la faillite, basiquement. Il faut mettre des gens au chômage. C'est ça, la seule méthode intelligente qu'on a trouvée aujourd'hui quand on est une banque centrale en Europe ou aux États-Unis pour réguler l'inflation, c'est de mettre des gens au chômage. Mhm. Basiquement, c'est ça.
Et ils sont en train de le faire et ça marche. Il y a de plus en plus de gens en Occident qui ont des problèmes. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont avoir des problèmes dans les pays en développement, par effet ricochet. Notamment, je souhaite bien du courage aux gens qui vivent en CFA pour les mois qui viennent. Et du coup, lorsque l'économie rentre en récession, ce qui était voulu et ce qui était voulu, hein, donc ça arrive, eh bien, à ce moment-là, ils se retrouvent à dire: «Oh là là, mon Dieu, c'est affreux, on en a trop fait, c'est la catastrophe. Il faut remettre du pognon. Il faut remettre beaucoup d'argent parce que sinon tout va péter». Et à ce moment-là, ils remettent de l'argent et là, sur le marché, les gens qui avaient du bitcoin ou qui voient le bitcoin se disent: «Oh mon Dieu, qu'allons-nous faire avec tout ce pognon? Eh ben, on va acheter du bitcoin parce qu'on ne sait pas quoi en faire». Et à chaque fois, le bitcoin prend des claques à la hausse quand il y a ces vagues de liquidités qui viennent les inonder. Et voilà, en fait, c'est assez bête tout ça. Enfin, c'est pas de la science, c'est pas de la physique quantique, quoi. C'est vraiment des phénomènes sociaux et des phénomènes économiques assez, je sais pas comment dire, animal, quoi. C'est un peu bête, quoi. C'est pas on n'est pas sur un truc très raffiné, je dois avouer. Voilà, Ouais. Tantôt, tu as parlé de l'or. Et puis, c'est des questions que moi-même, je me pose souvent et beaucoup de monde, on se dit souvent, mais finalement, cette affaire d'or, est-ce que ça ne serait pas une arnaque finalement? Où passe l'or, qui gâte l'or? A-t-on des Ah, moyens comment ça fonctionne l'or? Alors Ouais. ça, c'est super intéressant parce que beaucoup de gens les gens parlent souvent des caractéristiques de la monnaie et du Mhm, coup de l'or, hein, en disant: «Une monnaie, c'est quelque chose qui a un étalon de valeur, qui est stable dans le temps» et cetera et cetera. Bon, moi je veux bien, mais ça, ce sont des caractéristiques. mhm, Si je te dis moi, un chien, c'est quelque chose, qui marche et qui a 4 pattes et une queue, ça, c'est des caractéristiques. Mais ça marche aussi pour un éléphant, donc on voit bien qu'entre un éléphant et un chien, c'est pas pareil. Donc ouais. faut pas confondre les caractéristiques avec la nature, la valeur fondamentale. Et pour moi, l'or et une monnaie, ça n'a rien à voir, enfin, elles ont ces caractéristiques, mais c'est pas leur valeur fondamentale. Leur valeur fondamentale, c'est qu'on cherche à résoudre un problème depuis perpète. C'est ce qu'on appelle la coïncidence des besoins. Tu as Mhm, des canards, j'ai des poules, comment on fait? Et combien de canards vaut une poule? Bon, compliqué comme question. Et puis mhm, si on rajoute, tous les animaux de la ferme et la maison et un chalet en vacances et cetera, ça devient compliqué. Et pour mhm, cette coïncidence des besoins, on s'est dit: «Bah, en vrai, il faudrait quelque chose, que tout le monde possède ou qui est accessible à tout le monde et qui mhm, ait de la valeur pour lui-même, qu'on puisse s'échanger». Comme ça, on pourrait dire: «Bah, allez, on compte tous en kilos de sel». Voilà. Ça s'est ouais. fait, hein, le salaire, à la base, à un moment, on payait en sel. Donc Ok. on a fait un salaire. Donc donc on s'est dit: «Le sel, ça va, il y en a, ça a de la valeur» parce que le sel, on peut l'utiliser pour conserver les aliments et cetera. Donc allez, on utilise le sel et on convertit toutes les valeurs en sel. Mhm. Le problème, c'est qu'à un moment, tout le monde se met à manger sucré et la demande en sel devient beaucoup plus faible. En fait, c'est pas qu'ils se sont mis à manger sucré, c'est après pour la conservation, on a trouvé autre chose et le problème, c'est que le sel en lui-même perd de sa valeur et du coup, tous les gens qui avaient stocké du sel, pas pour faire des salaisons, mais pour stocker de la monnaie, bah, ils se Mhm. retrouvent avec une dévaluation, phénoménale. Donc ils se disent: «Bah, le sel, c'est une mauvaise monnaie». Alors on a essayé plein de trucs. On a essayé le blé, on a essayé les pointes de flèche polies, on a essayé, le cuivre, on a essayé enfin pas le cuivre justement, mais bah si, le cuivre en tant que matière première Mhm. et à chaque fois, ils se retrouvaient un peu plantés parce que, dès que la valeur marchande de la matière première bouge, ça fait bouger la monnaie et à un Mhm. moment, on s'est dit: «Ben, la seule chose dont on a besoin, c'est de l'énergie». En tout temps et en tout lieu, y compris aujourd'hui, la seule chose qui a toujours conservé sa valeur, c'est l'énergie. Ouais. Un kilowattheure, c'est un kilowattheure. Et le problème de l'énergie, c'est que quand tu essayes d'en faire des pièces, bah, c'est pas facile. Ça se met mal en bouteille, ça se conserve mal, ça se frappe pas sous forme de monnaie, donc c'est une galère. Pourtant, l'ultime marchandise dont on a besoin, c'est ça. La croissance économique d'un pays est strictement égale à la quantité d'énergie qui a été transformée dans ce pays. C'est Mhm. magique. Plus ou moins la productivité, mais c'est 1,5 par an, donc on va dire que voilà, on le met de côté. Mhm. Et ben, en fait,
du coup, la solution que l'humanité a trouvée en tant qu'ensemble, en tant que global, c'est de se dire, en fait, l'énergie, quand je creuse la terre pour sortir de l'or, je mets en œuvre de l'énergie. Il a fallu que je dépense avec mon tracteur ou à coup de pelle ou quoi qu'est-ce pour sortir cet or de terre. Et l'or, il est suffisamment rare pour que ce soit pas le bazar et suffisamment accessible pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et du coup, à un moment, les humains se sont dit, mais ça s'est fait de façon tacite, de façon intuitive, se Mhm, sont dit, bah, en vrai, cette preuve de travail, l'or, c'est une preuve de travail. Et du coup, puisque je ne peux pas mettre de l'énergie en bouteille, ou je ne peux pas faire des pièces avec de l'énergie, je vais faire des pièces avec de l'or. Parce que l'or, je suis certain qu'il a fallu du travail pour l'extraire. mhm, Donc, je peux dire que, allez, on va dire que c'est pareil. Et en fait, on a accepté cette notion de dette énergétique. Quand tu me donnes une pièce d'or et que moi je te donne un lapin, le monde a une dette envers moi de la mhm, quantité d'énergie que représente cette pièce d'or. Et du coup, ça, c'est la monnaie. Parce que l'énergie, je sais que c'est la croissance. Donc, si j'arrive à mettre de l'or en face de l'énergie, eh ben, je sais que ça, c'est de la vraie monnaie. Ça, c'est de la vraie valeur. Et c'est un truc qui a marché, qui marche depuis 5000 ans. mhm, Et Bitcoin est la prochaine marchandise, la prochaine technologie en preuve de travail. Ce n'est pas un hasard si Bitcoin est en preuve de travail, mhm, qui a vocation à se substituer à l'or, parce qu'en fait, on a trouvé un nouveau truc, un nouveau moyen de se dire, non, mais en fait, allez, on va dire que c'est bon, ça joue, on va dire que c'est de l'énergie. Et ça, mhm. c'est Bitcoin. Donc, c'est pour ça que je pense que Bitcoin, sa vocation, c'est de remplacer l'or petit à petit au fur et à mesure qu'il est adopté. Ouais, ça, c'est super. Tu vois, en Afrique, par exemple, il y en a qui disent, quand on a connu le Bitcoin, il était déjà trop tard pour miner parce que le temps que les infrastructures arrivent, etc. Du coup, ils se disent qu'il y a un certain déséquilibre dans la répartition du Bitcoin. Ça pourrait aussi se dire à l'époque de l'or, on pourrait dire, bon, notre région, il y a beaucoup plus d'or facilement, il y a des régions qui manquent d'or. Est-ce que dans la répartition de ces affaires, il n'y a pas un déséquilibre? Qu'est-ce que tu penses? Si, complètement. Et ça, alors, c'est un double vrai sujet. Mm, C'est un vrai sujet deux fois. C'est un vrai sujet une fois parce que si 60% du hash rate, donc des mineurs, de la puissance de minage se retrouve aux États-Unis, mhm, alors les États-Unis peuvent appliquer une réglementation à Bitcoin que personne ne pourra contester. Parce que dès l'instant que j'ai 60% de la puissance de minage, je peux dire à mes mineurs, eh ben maintenant, vous me censurez toutes les transactions de telle et telle nature. Et les mm, gars, ils le feront parce qu'un mineur, c'est avant tout un entrepreneur, un industriel qui fait ce que la loi lui dit de faire. Voilà. mm, Et du coup, c'est un problème parce que si on centralise trop voilà, le minage, c'est un problème pour l'incensurabilité du protocole. Et c'est un deuxième problème, un double problème, parce que l'Afrique a un vrai coup à jouer sur le minage. Moi, j'en suis convaincu. Et d'ailleurs, on a une mine en Afrique, dans le parc des Virunga, parce que accessoirement, à côté de Grand Angle, je suis le cofondateur et président d'une société qui s'appelle CleanSat Mining, ouais, qui opère du minage industriel dans différents pays, au travers différentes sociétés, et les gens peuvent investir dans ces sociétés. Voilà. On va ouvrir ça au grand public bientôt, mais peu importe. On fait mm, du minage, on le fait au Congo, au Paraguay, en Suède, aux États-Unis bientôt, dans plusieurs pays dans le monde. Et il se trouve que dans le parc des Virunga, au Congo, on mine avec une électricité peu chère parce que quand on crée un barrage, basiquement, parce que nous, on fait que sur des énergies vertes ou nucléaires et mm, sur des extra capacités. Quand tu as une grosse rivière qui arrive, tu te dis, je pourrais mettre un gros barrage et puis j'ai en prévision l'urbanisation de la région en dessous, ça va me prendre 40 ans. mm, Donc, le barrage, tu ne le fais pas chaque année, tu n'en fais pas, t'en fais pas 5%. Tu fais le barrage en gros parce que tu n'as pas le choix. Donc, tu as mm, une énorme capacité de production d'électricité et tu as un tuyau comme ça pour le vendre. Un tout petit tuyau parce que les gens ne sont pas encore là.
et parce que les réseaux ne sont pas encore déployés. Pour simplifier, on va dire que faire le barrage, ça coûte 10 et déployer le réseau pour alimenter la zone, ça coûte 100 ou ça coûte 500. C'est beaucoup, beaucoup plus cher. Donc du coup, tu as un gros barrage, un petit tuyau. Donc une solution à ça, pour développer les infrastructures qui coûtent très cher le plus rapidement possible, c'est d'appeler des gens comme CleanSat Mining ou d'autres, hein, on est plein à faire du minage, en disant venez, on va vous vendre de l'électricité pas chère, mais de toute façon, c'est de l'électricité pour laquelle j'ai aucun débouché, j'ai pas de clients. Et puis, au fur et à mesure que je vais alimenter ma population, vous allez partir. On va se servir du minage de Bitcoin comme d'une batterie économique pour amorcer le lancement. Et ça, le parc des Virunga, Emmanuel de Merode a fait une tribune, je ne sais plus, c'est dans le New York Times ou un truc comme ça, qui expliquait que si il n'y avait pas eu de minage de Bitcoin au Virunga, ben, le parc se serait retrouvé en très grave difficulté financière parce qu'il repose beaucoup sur le tourisme et pendant la crise du Covid, le tourisme, bah, il est passé à zéro ou presque. Et du coup, c'est une grave difficulté. Et Virunga, dans, le possesseur de Virunga Energy qui possède le barrage, vend aussi beaucoup d'électricité aux mineurs de Bitcoin qui sinon auraient été perdus. Donc c'est une ressource financière pour ces acteurs. Et en Afrique, il y a un potentiel qui est incroyable parce que les infrastructures sont à faire. Donc ce qui serait malin, et ça, on en a parlé au président Touadéra en Centrafrique, puisqu'on a eu l'honneur et la chance d'être invité à rencontrer le gouvernement centrafricain et le président Touadéra. Et l'idée, ce serait de dire surtout vous gardez toutes les richesses du pays, à savoir les cours d'eau ou si vous faites les centrales nucléaires, on n'y est pas, mais toutes les ressources énergétiques naturelles, vous gardez. Et puis de faire des concessions. Mais l'avantage, c'est que dans le mining, ça peut se faire à 10 ans ou à 5 ans. On n'est pas obligé de faire ça sur 50 ans. Et vous faites des petites concessions pour que les Occidentaux amènent des capitaux amène du mining, qui finance la construction du barrage qui appartient au pays, qui reste au pays. Il ne faut surtout pas le vendre, celui-là. Il faut bien le garder. Et à ce moment-là, ce serait un moyen d'accélérer le développement financier des infrastructures énergétiques. Et ça, ce serait une folie. Après, les obstacles qu'on rencontre, c'est plus des problèmes. Tous ces sujets, ils s'abordent avec les gouvernements. Et pour rentrer en affaires avec des producteurs d'électricité, il faut avoir l'aval des gouvernements. Et là, du coup, ça prend du temps. Ça peut être compliqué, ça peut être. Mais c'est un vrai truc, hein. Franchement, Bitcoin, enfin, l'Afrique est une chance pour Bitcoin. En plus, les utilisateurs, il y a beaucoup d'utilisateurs en Afrique. Le premier pays, c'est le Nigeria en termes d'utilisateurs de Bitcoin. Donc, Par contre, en Afrique, l'Afrique a presque le plus de flux, mais sauf que les volumes sont, sont c'est pas tellement... grave. C'est pas Ouais, grave, ça. L'essentiel enfin l'essentiel, la moitié du travail pour Bitcoin, c'est le nombre de transactions. Plus il y a de transactions, plus il y a d'utilisateurs, plus on va réduire la volatilité et plus le monde s'en sortira bien. Donc là, l'Afrique a vraiment une opportunité pour développer ses infrastructures énergétiques. Et je le dis et je le répète, la croissance économique d'un pays est strictement proportionnelle à la capacité qu'elle a de mettre de l'énergie en œuvre. C'est pas plus compliqué que ça. Ah bah après, il faut un état de droit aussi. Si on veut vraiment que ça marche bien, il faut vraiment avoir un état de droit qui est solide. On respecte la propriété, on respecte les entrepreneurs pour qu'ils puissent développer la richesse. Et là, après, vous êtes sur des rails. Mais it's big if, comme on dit. C'est des gros si. Mais, ouais, nous, on y croit beaucoup. Qu'est-ce que tu penses d'un pays comme la Centrafrique, comme ça, où le président est vraiment hyper bullish sur les cryptos et qui se fait freiner par sa propre constitution? Est-ce que ça ne, ça ne décourage pas d'autres États dans leur élan? Parce que je pense que la Centrafrique n'était pas le seul pays dans cette voie-là, mais était quand même le premier à parler de l'initiative et à mettre des choses en place. Donc, déjà, ils voulaient lancer le Sango Coin,
il y a eu des petites oppositions, et puis ils ont adopté Bitcoin comme monnaie légale, et j'ai appris qu'ils se font un peu taper sur les doigts par Ouais, le alors centre. il y a deux exemples pour l'adoption de Bitcoin à l'échelle d'un pays, c'est le Salvador et la Centrafrique. Et autant au Salvador, Nayib Bukele a fait les choses de façon très propre, c'est-à-dire qu'il a dit un pays, c'est la monnaie. La monnaie, c'est Bitcoin. Et tout le reste, c'est pas mon problème. C'est des problèmes d'entrepreneurs. Voilà. Donc, lui, il s'est occupé de la monnaie. Il a dit maintenant, Bitcoin, c'est une monnaie légale. Et ensuite, moi, je m'occupe de la criminalité. Il a fait chuter le taux d'homicide par jour de façon drastique. Il s'est occupé, en fait, de tout ce qui appartient au rôle de l'État. La sécurité, la monnaie, en premier lieu. Et ça, c'est propre. Et je pense que le Salvador, ils vont vraiment faire coup double. Le premier, ça va être avec les Volcano Bonds, quand ils vont lever de la dette avec Bitcoin, avec des obligations adossées à Bitcoin. Parce que du coup, ils vont chanter toute la finance traditionnelle avec aussi ce qu'on appelle les prime dealers aux États-Unis, qui sont les grosses banques, à la JP Morgan, à la Goldman Sachs, qui font la pluie et le beau temps sur les intérêts que paient les États quand ils lèvent de l'argent. Donc tout ça, ils sont passés, ils les ont doublés par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence, ils n'ont rien vu. Ils empruntent maintenant pour, je ne sais plus, 4 ou 5 fois moins cher qu'avant. Ah, Donc, bon. premier. Et le deuxième coup double, c'est lorsque Bitcoin va reprendre de l'envergure. Alors, soit avec un bull run comme d'habitude, où on sera tous contents, ou alors progressivement dans le temps, parce qu'il n'y aura peut-être pas de bull run. Voilà. Mais ce n'est pas grave, ça montera gentiment. Et dans ce cas-là, ils vont pouvoir effacer leurs dettes avec tous les Bitcoins que l'État a acheté, le Salvador a acheté. Donc ça, c'est très propre. En Centrafrique, le gros problème qu'il y a eu, c'est d'avoir mélangé les genres entre le Sango Coin et le Bitcoin. Il y avait un flou, il y avait toujours cette ambiguïté entre le rôle de l'État et puis cette volonté de développer un centre d'affaires sur une île dans Bangui, etc. Et le message, nous, qu'on a donné, c'est de dire un État n'a pas besoin de trop se prendre la tête pour s'enrichir, pour que son pays se développe. Il y a vraiment il y a assez peu de choses à faire. Une monnaie correcte, un état de droit et la sécurité. Alors, c'est pas toujours facile. C'est surtout quand je pense au Congo parce que on a une mine là-bas et je connais des gens là-bas. Enfin, la sécurité, ça peut être plus ou moins compliqué, je suis d'accord, hein. L'état de droit et la monnaie, c'est pareil. Quand vous avez le CFA dans votre pays et que vous dites Bitcoin, c'est ma monnaie légale, faut s'attendre à avoir un peu de pression sur les épaules là qui tombe. Ouais. Mais c'est jouable. C'était pas plus facile pour le Salvador, hein. Bukele, il doit avoir des bons gardes du corps parce que Ouais. il y a les États-Unis sur le dos quand même. Donc l'Amérique latine, il y en a quelques-uns qui ont eu des problèmes. Donc c'est faisable. Et le Sango Coin, par contre, eh ben, que ce soit une bonne ou une mauvaise idée, c'est même pas le sujet. C'est pas l'affaire de l'État. Parce que quand vous avez le cadre, vous laissez les entrepreneurs arriver et ils font. Voilà. Mais donc, je pense que le problème vis-à-vis de l'adoption de Bitcoin en Centrafrique, c'est vraiment ce mélange un peu entre l'entrepreneuriat et le régalien, les pouvoirs qui sont liés à l'État. Mais Ouais. après, franchement, je dis ça, moi, c'est facile, hein, je suis dans mon bureau. Je- Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai discuté alors avec des personnes du gouvernement de Centrafrique, mais aussi avec des gens dans la rue à Bangui, parce que le soir, on s'est barré en douce pour aller voir, pour aller voir comment les gens vivaient. On n'avait pas trop le droit parce que enfin, voilà, en termes de sécurité, les gens du protocole, ils étaient pas super contents. Mais, bah, ouais. Mais on voulait aller voir avec un copain les gens, les vrais. Ben, mais ils ont des problèmes. Enfin, moi, dans mon bureau en Suisse, je peux même pas. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir. On n'a pas du tout la même vie, quoi. Donc, de dire il suffit de faire ça, ça, et ça se passe tout seul, ouais, en théorie, hein, mais tu sais, la pratique, la théorie, Ouais. c'est pas la même blague, hein. Quand tu as la CEMAC sur le dos derrière, après, il faut gérer. Ouais, Ouais. j'ai pas dit que c'était marrant, hein, mais voilà. Donc, ouais, en tout cas, genre, je souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Moi, ce qui m'a frappé à chaque fois que je vais en Afrique,
Mhm. Je peux aller souvent, hein. Je suis allé au Ghana, je suis allé en Centrafrique. C'est qu'en fait, les gens sont beaucoup plus entrepreneurs qu'en Occident. Un entrepreneur, par définition, c'est un gars, tu le poses en un pose là, avec des contraintes et lui, il arrive à faire des choses avec toutes les contraintes qu'on lui donne et il se dit: «Ah bah tiens, lui, il a besoin de ça, moi je sais faire ça et puis lui, il sait faire ça». Il Ouais. noue des contrats et un contrat, ça peut être oral, hein, et puis il Mhm. y a une activité économique qui émerge. C'est ça un entrepreneur. Et bah, je Mhm. suis désolé, hein, mais moi, de ce que j'ai vu à Bangui quand on est allé se balader, il y a du business de partout, hein. Je Mhm. alors, ben, oui, il y en a qui font leur business sur des couvertures, parce qu'ils ont rien, mais n'empêche qu'ils font du chiffre d'affaires. Moi, Mhm. aujourd'hui, dans les business schools en Occident, tu prends n'importe qui en amphi, là. Tu en prends, dans l'amphithéâtre, les Mhm. gars, ils payent, je sais pas, 5 000 ou 10 000 € par an de frais de scolarité. Tu leur Mhm. donnes une couverture, ils te sortent pas 1 $ de chiffre d'affaires, hein. Ouais. Ils s ils savent être ils seront très bons pour être des gens passifs qui Mhm. sauront appliquer les ordres et qui sauront redire au professeur ce que le professeur a dit. Ouais. Et j'ai pas vu 10 de la capacité à faire, avec les moyens du bord que j'ai observé, en Centrafrique. Mhm. Ouais, j'ai fait. J'ai pris le taxi, c'est hallucinant ce qu'ils font rouler les gars. Tu «Mais comment tu fais? Il y a des nids de poules, ils sont comme ça, comment ils roulent?» «Ah bah, je le répare». «Ah beh, je le répare», tu vois le taxi, tu te dis: «Mais comment ça roule?» Il me dit: «Ah bah, ouais, mais je connais quelqu'un et puis moi je fais comme ça». C'est génial. Enfin, un pays comme ça ne peut pas ne pas y arriver. Des gens Ouais. comme ça ne peuvent pas ne pas y arriver. C'est un problème d'outils, quoi. Ils y croient, et puis ils font avec des moyens de bord. Hier, non pas hier, il y a quelques jours, j'interviewais un entrepreneur africain. Lui, il a créé une solution de transfert d'argent à l'international et il utilisait la blockchain pour le faire, qui fait que les frais revenaient à 1 € pour peu importe la transaction, tu vois. C'est énorme. C'est Ouais, c'est énorme, c'est trop énorme. bien. Quand tu vois ce que prennent Western Union, c'est génial. En termes de délai, en termes de frais, c'est énorme là. Donc, c'est pour dire, oui, effectivement, il y a des solutions qui se mettent, malgré qu'il n'y ait pas encore de cadre de régulation clair, bon, comme aux États-Unis. En Europe, vous êtes bien, déjà, il y a Mika qui s'en vient, en France, ils ont l'EPSAN et tout, mais en Afrique, il y a pas encore tout ça. Donc, c'est ça. Alors, parlons un peu du bull run. Il y en a qui disent que on, on ne réussit qu'à partir de son deuxième bull run. Que le premier, c'est toujours, tu te fais racler, tu apprends et au prochain, tu t'en sors. Qu'est-ce Alors, que tu... ça, c'est marrant parce qu'en fait, les bull run, donc les phases d'euphorie, hein, globalement, c'est ça. C'est très utile pour que les gens s'intéressent. Mm, C'est-à-dire que quand tu es un marché en bear market ou dans un marché qui fait rien du tout, tu vois, il y a un et puis que tu essayes d'expliquer aux gens que c'est vachement intéressant, on te regarde: «Ouais, ouais, ouais, ouais». Par contre, quand les prix se mettent, à partir to the moon, à faire des obliques, là, tout le monde veut savoir. Tout le monde veut savoir comment ça marche et tout le monde en veut un bout. Alors ouais, que c'est en fait, ce qu'on apprend dans la finance, c'est qu'il faut acheter en bear market et vendre en bull run. Et les bull market, ça sert à vendre, ça sert pas à acheter. ouais. Donc, nous, on attend le bull run pour commencer à vendre. Et on a acheté, moi, ça fait 2 ans que j'achète des boîtes, des cryptos, des choses. Donc, par contre, il y a un côté pédagogique au bull run, c'est-à-dire que ça, et ça a pas de prix, ça suscite l'intérêt. Donc, en bull run, il y a 2 conseils à donner. C'est d'une, oui, c'est vachement cool, vas-y, renseigne-toi, apprends, fais. Mm, Et le deuxième, mets 10% de ce que tu pensais mettre, et si tu peux mettre 5%, c'est encore mieux parce que tu vas te faire tondre. mm, Parce que quand tu achètes de la crypto en bull run, ce sont des gens comme moi qui sortent. mm, Donc, c'est eh bah, oui, et en fait, c'est là où la volatilité est très nocive. Si mhm, on avait un prix de bitcoin qui était lisse, bah, ça se passe bien. Celui qui veut rentrer et celui qui veut sortir, il y a mhm, pas de ça dépend de leurs conditions de vie, de leurs projets, de leur ce qu'on mm, veut. Mais dès l'instant que la volatilité est trop forte entre les points hauts et les points bas, eh mm. ben, ceux qui savent, ils achètent quand ça baisse et ils vendent quand ça monte, et ceux qui savent pas et qui trouvent ça très cool, ils achètent quand ça monte et ils se font tondre quand ça baisse.
Donc, les 2 conseils, c'est ça. Et d'ailleurs, sur Grand Angle Crypto, j'en parlais avec mon associé. Mhm. Notre discours sur Grand Angle Crypto, si jamais il y a un bull run, ça va être de dire, «Surtout n'achetez pas!» Surtout intéressez-vous, vous mettez, un tout petit peu, quelque chose pour apprendre, pour voir, pour tester, pour toucher, mais Mhm. attendez que ça se calme. Mais le On truc, met c'est que c'est compliqué parce que lui, il va se dire, OK, je mets, je sais pas, $10, il met, ça fait fois 3, mais il Ah dit, ouais? putain, mais si j'avais mis 10, si j'avais mis $1,000, si j'en avais mis 10 000, ça Je aurait sais fait, bien. tu vois. C'est plus ça. Et puis, je pense que, quand j'étais en Afrique, je pensais que c'était juste en Afrique, mais quand Bah, je c'est suis arrivé partout. au Canada, j'ai vu que c'est partout. Quand on parle de la finance, que ce soit la bourse ou la crypto, les gens ne sont pas prêts à s'éduquer avant, tu vois. Ah, ils sont tous débiles pareils, hein, dans le monde, hein. Je veux dire, on est Ouais. tous les mêmes, hein. Je veux dire, c'est on a tous le même cerveau Pourtant, de ailleurs, quand quelqu'un veut faire peut-être de l'élevage, de la plantation, il sait se renseigner, il prend, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut des vaccins, est-ce que, tu vois, mais quand c'est en crypto, en investissement en général, bourse, crypto, non, personne ne veut, on veut juste aller sur YouTube, voir, c'est cool, je mets, j'attends, et puis quand c'est le bear market, tout le monde se met à pleurer. eh Donc, oui. moi, dans le fond, j'observe ce bear market et puis je me dis qu'on a eu de bear market que sur les prix parce que j'ai pas encore vu, du moins depuis que je suis arrivé, depuis 2018, j'ai pas vu autant de construction euh, pendant un bear market, autant d'acteurs institutionnels qui rejoignent. On a des visas, on a tellement d'acteurs qui arrivent. Et puis je me dis, est-ce que finalement, si ce n'était FTX ou Luna, est-ce qu'on serait arrivé à ces niveaux de prix? C'est quoi le lien avec FTX? J'ai Bah, pas le fait que les acteurs institutionnels rejoignent. Donc, tu vois, il y a tellement de personnes qui arrivent et la crypto, lui, il s'est craqué de l'intérieur, en fait. Donc, le fait qu'on ait atteint des niveaux de prix 15 000, etc., c'est vraiment dû. C'est nous les responsables, nous les acteurs de la crypto, FTX et Luna. Donc, je me dis, vu qu'il y a tellement de construction, bah, s'il n'y avait pas eu FTX et Luna, peut-être que le bear market n'aurait pas été aussi profond que ce qu'on a vécu et oh aussi doux. si! Regarde, là, ça bah si, parce qu'en fait, bah, FTX et Luna, c'est les 2 plus gros là, les bah, Mm, en fait, et c'est différent parce que Luna, c'était une conception défaillante, on va être sympa, on va dire ça comme ça. Et FTX, c'était juste du vol. En fait, FTX, c'est vieux comme le monde, hein, c'est Madoff, c'est, le gars, voilà, tu lui donnes de l'argent, oui, oui, et puis il part avec, hein. Mais ce qui est intéressant, si on reprend la bulle internet. En l'an 2000, moi j'étais à la fac là, j'étais en cours d'éco, je me souviens, j'avais un prof de gestion mm, et il battait des bras comme ça et il était tout paniqué. Il disait: «Vous vous rendez compte, AOL», donc une boîte internet, qui vaut plus cher que Time Warner, qui est la grosse boîte de cinéma américaine. «C'est n'importe mm, quoi, ça pourra pas marcher, blablabla», et il avait raison d'ailleurs. AOL a chuté, Time Warner est toujours là. Mais mm, ce qui est intéressant, c'est que pendant, la bulle internet, on a construit énormément de choses. On a tiré de la fibre optique, on a fait énormément d'infrastructures, de travail de fond et une fois que tout s'est effondré, bah, en fait, les entreprises ont fait faillite, mais qu'est-ce qui restait? Il a resté toute la structure d'internet, en fait, globalement. Il mm, restait mm, tous les fondamentaux. Donc à chaque fois qu'il y a un flush comme ça, à chaque fois qu'il y a un gros bear, c'est toujours la faute de quelqu'un, j'ai envie de dire, mais il y a toujours un âne batté là qui prend la foudre. mm, Mais il y en aura toujours un. Parce qu'en fait, on était dans de l'excès. Mais c'est dans l'excès qu'on apprend et c'est dans la baisse qu'on gagne de l'argent. Donc en fait, si ça avait pas été lui, ça aurait été un autre, hein. En 2008, bah, c'est les banques qui ont pris, enfin voilà, entre, il y a la ce qui est vivant est volatile et après le niveau de volatilité, il dépend d'un tas de choses, mais mmh, tu auras toujours cette volatilité. Le mm, seul truc, c'est de dire, bah, voilà, si vous trouvez quelque chose de cool qui est en pleine, explosion, est-ce que tu serais prêt à attraper un boulet de canon une fois qu'il a été tiré, quoi? mm. C'est compliqué quand même parce que tes mains, tu sens que ça va ça va saigner, quoi. Ouais. Pourtant, il est en pleine expansion, hein, il est en pleine ascension ton boulet de canon. Donc, le meilleur conseil, je pense, c'est quand quelque chose vous intrigue, vous mettez, $10 comme tu dis et puis Mhm, vous regardez, vous jouez avec et puis après, une fois que vous avez bien compris et que vous avez vu, je veux dire, les gens ont toujours peur de rater les opportunités. On dit: «Ah ouais, mais là, je l'ai eu, là». Alors là-dessus, il y a 2 choses.
la finance, dans son ensemble, c'est le temple des regrets. Si j'avais su, j'aurais fait ça, je serais riche, et cetera, et cetera. On peut passer des journées à pleurer sur toutes les décisions idiotes qu'on a prises ou les bonnes qu'on aurait pu faire. Donc ça, c'est comme ça, faut juste le savoir. Et la deuxième chose, c'est qu'on est dans un monde qui évolue très vite, donc les opportunités, il y en a tout le temps. La seule chose, c'est qu'il faut se poser pour être capable de juger si on a les capacités, si on a la compréhension pour saisir l'opportunité. Mais il y en a tout le temps. En vrai, ma femme, des fois, elle me dit: «Oh regarde, j'ai trouvé, ce canapé, il est pas cher, Ma chérie, il y a toujours tu me le dis tous les 3 mois ça. Il y a toujours des super coups. Parce Ouais, qu'internet et la circulation de l'information fait que, ben, il y a beaucoup plus le rythme des opportunités et le rythme des opportunités de gagner, mais aussi de se casser la figure, arrive beaucoup plus vite qu'il y a un siècle. ouais, C'est donc pas de panique, tout va bien, il y a toujours des bonnes opportunités. Et là, moi, bah, ça fait 1 an et demi, j'ai passé mon temps, dans le marché baissier à faire des sociétés comme CleanSat Mining, à acheter des parts dans des sociétés qui font du travail de fond. Parce que le gros avantage des bear market, c'est que tout ce qui est boiteux, ça a quand même tendance à boiter encore plus, voire à couler. Et du mhm. coup, on voit vraiment ce qui surnage, quoi. On voit vraiment qui, c'est Warren Buffett qui disait: «C'est quand la mer se retire que l'on voit ceux qui se baignaient sans maillot de bain». Quand tu as parlé de clean sat mining, j'ai pu lire que n'importe qui voulant participer au minage pourra avoir la possibilité. Comment est-ce que ça se passera pour quelqu'un qui est peut-être en Afrique et qui n'a pas les équipements qu'il faut, qui veut quand même participer au minage? Comment est-ce que ça se passera? Alors là, c'est difficile pour moi d'en parler parce qu'en fait, on va lancer un appel public à l'épargne. Donc c'est, ce qu'on appelle un appel public à l'épargne, c'est on va publier une vidéo sur Grand Angle Crypto qui va dire, «Voilà, on vend, à tel prix, et pourquoi je mets des blancs, des bips? Parce qu'en fait, on n'a pas le droit de parler des offres qu'on va faire, OK. sans que ce soit déposé aux autorités financières. Donc en Oh, fait, dans mais vraiment, hein, moi ça nous a surpris, mais le script de la vidéo, on l'envoie à l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers en France, et mhm, on le dépose. Et ensuite, quelques jours plus tard, on peut publier la vidéo. Mais l'AMF doit nous dire, enfin, elle doit avoir la capacité, parce qu'on le dépose, mais après c'est à eux de faire des remarques, doit mhm, avoir la capacité de nous dire: «Non, non, ça, cette phrase-là, on n'accepte pas. Parce que c'est trop pushy, parce que ça colle pas à la réglementation, parce qu'on n'a pas envie, parce que j'en sais rien». Et le reste, oui, ça passe, voilà. Mais du coup, je suis très sensible à dire ça, à en parler en dehors des communications qu'on a déposées en ce moment. Donc, mhm, sur Grand Angle Crypto, on aura bientôt une vidéo qui aura été envoyée à l'AMF avant, sur lequel on va détailler tout ça. Mais oui, l'idée, c'est que tous les pays, en gros, qui ont accès aux services, je pense à Mon Pèlerin, je pense à ouais, Mon Pèlerin, c'est une société suisse qui fait du on-off-ramp crypto. C'est-à-dire vous avez des dollars, vous voulez avoir de la crypto ou voilà. Et mhm, ben ça, si vous êtes éligible, au service de Mon Pèlerin, parce qu'il y a des pays où, Mon Pèlerin a interdiction d'opérer. Je pense, mhm, bah, à la Corée du Nord, à l'Iran, voilà, il y a des pays, j'ai pas toute la liste en tête, hein, mais, mhm. où c'est interdit. Donc là, ben, c'est interdit, on n'y peut rien. Par contre, je sais pas, il y a peut-être une dizaine de pays comme ça. Donc il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont éligibles. Et pour les pays éligibles, on donnera tous les détails dans la vidéo apparaître sur Grand Angle Crypto qui aura été review par l'AMF. Donc, ça, c'est compris. Et si on parlait des VC, beaucoup pensent que ce sont des véritables censures à l'industrie crypto. C'est quoi ton avis? Est-ce que c'est un mal nécessaire? Non, Sensu, c'est méchant. En plus, j'en connais des VC et c'est comme la chanson, hein, il y en a des biens. Il y en a des pour ceux qui ont la ref. Mais en fait, le problème alors ce qu'on appelle les VC, c'est les venture capitalistes et c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, qui les mettent dans une société et qui disent: «Bah, avec cet argent, on va financer des projets et en prenant des parts de cette société». Donc c'est des financeurs, voilà, en gros. Et le problème des VC, c'est qu'ils n'ont pas de concurrence.
Aujourd'hui, pour être un VC, c'est compliqué. Il faut beaucoup d'argent. Voilà, il y a de la réglementation, il y a beaucoup de choses. Donc, comme ils sont un peu tout seuls dans leur trip, ils imposent des conditions qui sont quand même bien sympas pour eux. Parce que voilà, il y a des tas de choses quand tu es entrepreneur et que tu fais rentrer des VC dans ta boîte pour lever de l'argent, Mhm. bon, tu leur appartiens un peu quand même, hein, tu deviens un peu locataire chez toi, quoi. Mhm. Parce que ben, eux, en même temps, ils mettent des millions souvent, parce qu'ils ne se déplacent pas pour 1 000 $. Ils mettent Mhm. des millions chez toi, donc en retour, ils ont des attentes un peu solides. Donc en général, à ton comité de direction, tu n'es plus tout seul. Ils ont des droits de veto. Tu peux plus faire ce que tu veux. Enfin, Ouais. ils ont envie de le revoir, leur argent. Et puis sur les conditions de financement, ils peuvent aussi mettre des conditions où ils se repayent bien, où ils surévaluent un peu la part qu'ils ont amenée, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ont parfois mauvaise presse. Mais en même temps, il y a des gens comme Anthony Bourbon, je pense à Blast, avec Éric Larchevêque, qu'on connaît bien, qui commencent à essayer avec une sorte de crowdfunding et de plateforme d'investissement à démocratiser en fait la participation dans le private equity. Et là, c'est beaucoup plus intéressant parce que le financement des entreprises, on appelle ça du private equity. Mhm. Et parce que equity, c'est des actions et private, c'est parce que c'est pas coté sur le marché. Donc, quand on achète des actions en dehors du marché, c'est du private equity. Et là, ben, s'il y a suffisamment de volume qui se développe sur ces activités, Mhm. Ouais. ouais, donc on a des gens, dès que le private equity sera démocratisé, et ben à ce moment-là, il y aura un rééquilibrage dans la force, quoi. Ouais. Mais pour l'instant, effectivement. Et puis, une autre raison pour laquelle certains ont mauvaise presse ou le secteur a mauvaise presse, c'est qu'il y a beaucoup de demandes pour le private equity de la part de gens qui ont beaucoup d'argent. Tu sais, Ouais. quand on disait les banques centrales, elles envoient plein de pognon, elles envoient des chariots, des pluies d'argent, pas sur nos têtes. Ben, sur les têtes à qui ça arrive, ils se retrouvent avec des millions de dollars et ils savent pas quoi en faire parce qu'on leur dit tiens, voilà de l'argent. Ils disent mais d'accord, mais j'en fais quoi? Quand tu es entrepreneur, l'argent, tu sais parce que tu développes une économie, tu développes des projets. Mais si Ouais. jamais on te met 10 millions sur la tête du jour au lendemain, qu'est-ce que t'en fais? C'est rien. Ça, Ouais. l'argent, ça s'écoule pas comme ça. Et ben du Mhm. coup, ces gens-là, ils se disent bah je vais acheter des entreprises. Et du Mhm. coup, il y a une grosse demande qui est arrivée sur le private equity. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est arrivé dans ce domaine. Et en conséquence de quoi, les gens, les gestionnaires de fonds de private equity, il y en a certains qui se sont retrouvés à acheter tout et n'importe quoi parce qu'il fallait qu'ils placent du pognon. Ils en avaient trop, ça débordait des poches. Donc ils disaient ah, hop, j'en mets là, FTX, connaît pas, ça va bien se passer, hop, 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 Ouais. hop. Et à un moment, ils se retrouvent à financer toutes les merdouilles là qu'on a vu cracher. Et ça, c'est encore une déviance liée aux politiques monétaires des banques centrales. Trop Ouais. d'argent, moins de cerveau. C'est ça le. Ouais, parce qu'on se dit parfois que les VC, ils ont quand même, vu qu'ils placent des millions, ils ont quand même de l'avance sur les analyses, etc. Mais quand on se retrouve à être pris dans le même piège qu'eux, finalement, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de si différent? Est-ce Bah, tu que... prends un projet comme Morpho, et du coup, on recevait son CEO qui, lui, est fundé par un VC qui s'appelle A16Z, qui est un des très bons VC dans la crypto. Et il disait, il était vraiment fan de son VC. Parce que le gars, il lui organisait des rendez-vous, il lui préparait ses roadshows, il est là en call, ses équipes sont en call avec les fondateurs pour les aider. C'est un vrai rôle de VC. Et Paul Frambeau, ben, quand il parle de son VC, il a des étoiles dans les yeux parce que c'est Ouais. un bon VC. Mais après, il y a Mm. des VC boiteux, c'est comme tout. Et plus il y a d'argent de jeter n'importe comment dans le système économique, moins il y a d'intelligence. Et plus il y a de dérives. C'est aussi simple que ça, hein. Ouais. Et aussi parlant des projets, parce que c'est vrai, on peut de jeter la pierre, c'est facile de jeter la pierre au VC. Il y a aussi des projets. Tu vois, ce qu'on remarque, la nouvelle tendance, c'est que les projets lèvent des 200 millions, 300 millions, 400 millions. Ouais, faut quand même Et faire, les mais ouais. tokenomics. Et Ouais. Et en 300 plus, millions, ces ça projets reste beaucoup, ont mais des oui. jetons pour. Ouais.
Parce que Bah quand ouais. on voit des Sui, des Aptos, des Arbitrum, c'est quand même beaucoup. Quand tu penses que des projets comme BNB, même Ethereum, ils ont eu des levées de fonds modestes et qui ont fait des choses vraiment grandes, tu te dis, est-ce que c'est nécessaire de lever autant de fonds? Et aussi, en plus de lever ces fonds, ils trouvent quand même le moyen d'avoir encore des jetons pour l'équipe, pour le développement, etc. Finalement, à quoi ça sert ces fonds? C'est quoi ton Ah, avis là-dessus? moi, ouais, ça c'est. Bah, je peux reprendre l'exemple de Morpho, hein, parce qu'on a invité Paul à plusieurs reprises sur Grand Tank Crypto. Et c'est Mhm, un bon protocole. Et lui, typiquement, il a besoin de lever des fonds pour payer des salaires. Et mhm, ils feront l'introduction du token après. Mais après, tu peux te dire aussi, sur le token, pour moi, la vraie plus-value, la vraie utilité, c'est sur les protocoles décentralisés. Tu prends mhm, par exemple un protocole comme Aave ou Compound, où globalement, quand tu achètes le token, tu achètes un droit de gouvernance et tu achètes une fraction des revenus. Donc, dès l'instant que tu achètes une fraction des revenus, tu peux calculer la valeur du token. Et mhm, là, ça peut avoir du sens. Ça peut avoir du sens. Mais Bitcoin, c'est un jeton de gouvernance. Bitcoin, quand tu achètes du Bitcoin, tu achètes une partie du réseau quelque part. Donc mhm, ça marche. Après, quand tu as des entrepreneurs, et c'est le gros des ICO de 2017, qui sont allés à zéro, qui se disent j'ai besoin d'argent, je vais vendre un token, et puis on verra bien à quoi servira le token plus tard, tu es à peu près sûr d'aller droit dans le mur. Parce que il n'y a pas de lien avec la propriété du projet, avec l'entreprise. Il n'y a pas de lien avec une fraction des revenus. Je pense à un projet comme mhm. IMX, comme ImmutableX par exemple, où, ah, ouais, où le token, je te voyais frisé à l'écran, je me suis dit, est-ce qu'il est encore là? Où le token n'a aucune espèce d'utilité et du coup, il est artificialisé avec des volumes factices, une sorte de wash trading qui est organisé. Bah ça, c'est un machin, ça va mal finir, quoi. Voilà, bon, déjà, il n'a pas une bonne tête sur les 2 dernières années, mais voilà, c'est. Donc, ouais, il faut y aller prudemment avec les tokens parce qu'en fait, il faut toujours se demander de quoi il est le reflet. Chez CleanSat Mining, par exemple, on vend des tokens, mais en réalité, ce n'est pas des tokens, c'est des securities, c'est des titres financiers, c'est des actions. Quand on achète un CSM token, c'est une action suisse qui est reconnue, par exemple, au Paraguay, le jour où la mine ferme, parce que je ne sais pas quoi, l'entreprise est liquidée, bah, il y a un liquidateur qui vient, et puis il dit tant de machines, tant de câbles, tant de trucs. Hein. Il revend tout ça sur le marché parce qu'il liquide la société, et l'argent Mhm, qui lui reste, eh ben, il le renverra aux actionnaires. Et les actionnaires, ce sont les détenteurs de CSM token. Parce que mhm, dans les statuts, on a dit un CSM token égale des actions de l'entreprise. Donc ça, mhm, c'est des security tokens. Donc ça marche, puisque tu achètes des actions, en fait. Mais les utility tokens, si ce n'est pas un protocole décentralisé, je ne sais toujours pas ce que c'est, moi. Et ça me fait fuir. Je ne veux pas de utility token. Et puis, il y a des tokens différents, comme le projet de Cross the Ages, par exemple, qui est un jeu vidéo. Hein, basiquement, c'est des jeux vidéo qui s'appuient sur une propriété intellectuelle, sur un univers à équivalent à Harry Potter, Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est un univers artistique. Et dedans, il y a des jeux vidéo. Et à l'intérieur de ça, il y a un token qui est le CTA token. mhm, Ben, mhm, dans ce cadre-là, le CTA token n'est pas une action, ce n'est pas un utility token, ce n'est pas un token de gouvernance, c'est une monnaie d'un monde artificiel. Et c'est mhm, encore autre chose. Mais parce qu'en fait, le token aura la valeur, ce sera la contre-valeur de la valeur des NFT qui sont dans le jeu. Parce qu'une monnaie, les dollars, c'est la contre-valeur de tous les assets, de tous les actifs en Amérique plus, alors on va dire pour l'euro, pour l'euro, parce que le dollar, il y a le fait qu'il circule aussi à l'étranger et les pétrodollars. Mais l'euro, typiquement, la valeur de l'euro en soi, si j'ai tous les euros, je peux acheter tous les actifs de la zone euro. Voilà. Donc là, c'est encore un autre type de token. C'est un token qui reproduit le fonctionnement d'une monnaie. Donc, c'est encore des logiques différentes. Et en fait, quand on me dit, est-ce que c'est bien d'acheter des tokens, je dis, bah, j'en sais rien, frère. Moi, honnêtement, ça dépend de quoi tu me parles. Entre les NFT, les actions, les monnaies pour jouer, les utilities, les tokens de gouvernance, il y a trop de choses. Faut cibler. faut se concentrer sur un sujet en particulier pour savoir si ça vaut quelque chose. ouais. Et parlant des NFT et des métaverses, vu l'état actuel,
Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est quelque chose qui pourra revenir? Si oui, dans quelle forme ça pourra revenir? Toujours pareil, il faut se demander à quoi ça sert. Et Mm, en fait, quand on regarde un gars qui fait des dessins dans des petits carrés et puis qui vend ça comme ça, mm, soit c'est un artiste ultra connu et c'est le futur Picasso ou le je sais pas quoi, et il sera coté chez Sotheby's, chez Christie, ou peut-être qu'il y a... Moi, le marché de l'art, j'y connais rien, hein. Je suis imperméable au goût et à l'art. Tu vois la tête de mon bureau, dans le... Ma femme ne met pas ne met pas ses pieds dans mon bureau, donc mon bureau ne ressemble à rien. C'est aussi simple que ça. Et donc, le côté artistique, je me prononcerai pas parce que voilà, moi, j'y connais rien. Par mm, contre, je connais des gens qui font des NFT, et ça, c'est trop cool, pour des produits que tu peux acheter, des bouteilles de vin, par exemple. Moi, mm, je bois pas de vin, je n'ai jamais bu d'alcool, je supporte pas ça. Mais je me dis, ah, j'aimerais bien offrir des bouteilles à des gens pour Noël ou je sais pas quoi, quand voilà. Bah, en fait, j'ai pas envie de m'embêter avec du vin parce que pour moi, voilà, ça sert à rien, j'aime pas ça. J'achète un NFT chez un producteur de vin et ce mm, NFT, il me donne droit à aller chercher une bouteille dans sa cave. Et ben du coup, le mm, NFT a une vraie valeur parce que je peux vendre ou donner le NFT à un copain ou le revendre. Comme ça, j'ai quand même du vin, mais j'en ai pas chez moi. Et le jour où il y a un gars qui veut boire la bouteille, ben il envoie le NFT chez le cavelier, le caviste mm, ou je sais pas quoi, enfin le gars qui fait du vin là, et hop, il reçoit la bouteille en échange. Ça, c'est un vrai NFT. mm, Ensuite, sur Cross the Ages, le projet dont on parlait, le premier jeu qui est sorti, c'est un jeu de cartes à jouer, comme Magic, comme Hearthstone, ce genre de choses. Mais ils ont fait des NFT avec les cartes. Bah, moi, j'aime bien parce que du coup, je joue aux cartes et mes cartes, c'est des NFT, donc ça apporte tout un tas de facilités pour les acheter et les revendre sur le marché secondaire, entre gens qui jouent à Cross the Ages. Donc ça, je comprends. On va faire des NFT avec l'Insat Mining. Pour les premiers investisseurs, on va leur faire des NFT pour leur dire merci. Et ces NFT, ils vont leur donner droit à certains avantages dans le cadre de la vente des prochains projets. Et ben mm, voilà, en soi, le NFT, il est très joli, on a mis une petite histoire, c'est cool. Mais sa vraie utilité, c'est ce qu'on va lui donner en termes je peux pas dire quoi, alors ça m'embête, mais il y aura des avantages et celui qui possède le NFT possède les avantages de la même façon qu'avec ma bouteille de vin là. Donc mm, ça, oui. Mais les NFT artistiques, ça va trier sévère. Enfin, mm, tous les NFT qui sont rattachés à rien, ça va saigner. Ça va. Et d'ailleurs, on voit bien, il y a un projet, j'ai trouvé, ils sont tous en train les gros projets, ceux qui ont vraiment de l'argent parce qu'ils ont levé, mm, ils essayent tous de pivoter pour essayer de se raccrocher à des choses qu'ils peuvent vendre. Par exemple, les Bored Apes, les fameux Apes, bah maintenant, ils font leur métavers, leur jeu vidéo, quoi, en gros. Parce qu'ils disent, si on a un jeu vidéo, on va introduire la notion de loisir. Donc les gens vont payer pour jouer comme à un jeu. Et dans mm, ce cas-là, on pourra y coller nos singes, on pourra y coller nos NFT. Donc, ok, ça peut être le jeu vidéo. Il y en a d'autres, ils vont faire je ne sais pas quoi avec. Mais à un moment, il faut se poser la question de à quoi ça sert et ça, voilà, à quoi ça sert. ouais, Donc oui, ça va revenir parce que la technologie NFT, elle est incroyable. Mais maintenant, il faut bosser, quoi. Et on a eu le bull run là où on s'est bien amusé, on a fait n'importe quoi. Maintenant, il faut se poser et repartir sur des cas d'usage qui sont intéressants. Mais effectivement. oui, les NFT vont pas disparaître, tout comme la crypto va pas disparaître. Il n'y a pas, y a aucune raison pour qu'ils disparaissent comme ça. Non. Bon, il y a un de mes abonnés qui m'a demandé, est-ce qu'avec l'arrivée des machines quantiques, le Bitcoin et la cryptographie seraient en danger? Avec les quoi? L'arrivée des machines quantiques. Ah, quantique? Ah non, pas du tout, parce qu'en fait, mathématiquement, il y a des algorithmes qu'on appelle quantique proof. Donc Mm, en fait, pour résumer ça de façon très simple et très prosaïque, quand on imagine un ordinateur quantique, on démultiplie la puissance de calcul. Qu'à cela ne tienne, on fait un algorithme qui est adapté à la puissance de calcul en place. Et mm, voilà, il y a déjà les mathématiciens, et là je suis complètement incapable d'expliquer comment ça marche, mais les mathématiciens nous jurent la main sur le cœur que comme on sait comment le quantique fonctionnerait,
Ils savent déjà qu'il y a des algorithmes qui sont à l'épreuve d'une puissance de calcul d'un ordinateur quantique. Donc, c'est toujours l'épée et le bouclier. Tu as une épée en bronze, un bouclier en bronze, l'autre, il invente le bouclier en acier, il passe au travers, bah, tu inventes le bouclier en acier, et puis tac, 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 t'avances, quoi. Donc, c'est pas un sujet, en fait. Déjà parce que l'ordinateur quantique, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et que, enfin, ça n'existe pas. C'est des trucs un peu pourris, expérimentaux, etc. Et le jour où, en fait, voilà, ça évolue vraiment en même temps. Donc, et puis le jour où il faut faire évoluer l'algorithme, les algos de Bitcoin, s'il y en a qui sont en danger, et c'est même pas dit, ça, je sais pas, je suis pas expert. Mais s'il faut faire évoluer le protocole simplement pour augmenter le niveau de sécurité de l'algorithme, c'est un truc qui va prendre un mois, quoi. Tu vois, enfin, tout le monde est d'accord pour dire que bah oui, c'est l'évidence. Donc, ils Ouais. vont peut-être se chamailler pour savoir si c'est celui-là ou celui-là qu'il faut mettre. Mais entre intelligents, là, entre informaticiens. Mais nous, ça passe, c'est tranquille. Ouais, non, ça Super. m'inquiète pas, ça. Et si on parlait un peu de la DeFi, euh, penses-tu que, parce que les gens sont dans un rêve où on va se débarrasser de tout ce qui est centralisé, on va se débarrasser des banques, etc. C'est vraiment utopique pour toi ou bien, ou bien on a vraiment besoin de ces deux mondes-là parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise de garder leurs propres clés. Ils préfèrent avoir un tiers de confiance où ils gardent leurs crypto, les actifs. C'est quoi ton avis sur la question? Alors, utopique, je sais pas, parce que utopique, c'est un monde idéal. Donc, c'est un monde où on sait ce qui est bien et on sait ce qui est mal. Mm, Et moi, le bien et le mal, plus je voyage et plus je me dis que c'est un truc quand même compliqué de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que ben, quand on discute avec des gens qui sont pas comme nous, on se rend compte que le bien, le mal, c'est quand même c'est un sujet épineux. La mm, question que je me pose, c'est est-ce que ça peut marcher? Qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui marche pas? Ça, je sais. Quand je démarre ma voiture, si elle se met en route, ça marche. Si elle se met pas en route, ça marche pas. Donc ça, je sais le quantifier. mm. Pour ce qui est décentralisé, ce qui est sûr, c'est que ça marche. Il y a déjà des protocoles qui fonctionnent. Et après, on peut parler du niveau de décentralisation, mais ça fonctionne, ça existe. Voilà. Donc, ça ne sortira pas, ça ne sera pas, on ne désinvente pas une invention. Voilà. Donc, maintenant que c'est là, c'est là. Mm. La question, c'est à quel niveau ça peut rendre service. Oui, je pense que pour beaucoup de gens, c'est inaccessible de garder leurs clés privées. Parce que pour tout un tas de raisons, il y a des gens qui, pour des raisons de confiance en soi, pour des raisons diverses et variées, il y a des gens qui disent: «Oh non, 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 moi je veux pas avoir la sécurité de mon argent qui repose sur un bout de papier que j'ai coincé dans un livre ou Mm. sur ma mémoire ou que sais-je». Mm. Mais donc il va falloir passer par des tiers. Et à un moment, du coup, on recentralise quelque part. C'est ce qu'on peut se dire. Sauf que on a des moyens de faire de la sécurisation avec de façon moyennement décentralisée. Typiquement, si tu as peur de perdre ta clé privée, eh ben, tu peux très bien dire je la coupe en 3 morceaux et chaque morceau, je les mets chez un notaire différent. Et dans ce cas-là, eh ben, si je perds ma clé privée chez moi, bah, je sais que je peux aller je peux retrouver un morceau chez les notaires. Donc, ça, c'est le premier niveau. Et Mm. après, il y a des gens qui se sont dit, bah, tant qu'à faire, chez Realty, par exemple, ils font du walletless. Walletless, ça veut dire que tu te connectes sur le site de Realty. Donc, Realty, c'est pour de l'immobilier américain, mais bon, c'est le principe. Et tu crées ton compte, normalement. Et en fait, c'est Realty qui va générer une clé privée pour toi et qui va l'avoir en gestion dans son système. Mais Realty n'a pas accès à la clé privée OK. en dehors des autorisations que tu lui donnes. Donc là, ça repose sur la confiance que Mm. l'entreprise dit bien ce qu'elle fait, mais elle, devant le régulateur, elle peut expliquer ses process et dire, regardez, c'est pas moi qui ai l'argent, c'est sur la clé privée du monsieur, et moi, je n'y ai accès que pour les opérations qui sont demandées par le client pour lui faciliter la vie. Donc, je n'ai pas la clé privée. Donc, tu vois, Mm. il y a des gradations entre ça. Et je pense notamment à Elon Musk avec X.com, par exemple, qui Mm. pourrait très bien dire, bah, moi, je veux faire concurrence aux banques, parce que c'était quand même le premier projet d'Elon Musk avec X.com, c'était de faire concurrence aux banques. Eh ben, je m'appuie sur des protocoles décentralisés
Curve, Compound ou quoi qu'est-ce, ou même sur CleanSat Mining, ou Realty, ou tout ce qu'il veut. Donc, ce n'est pas moi qui touche l'argent. Par contre, je vais faire toutes les interfaces et le service client pour que ces protocoles soient transparents aux yeux des utilisateurs. Et dans ce cas-là, je suis le principal relais avec le client. Le client me connaît moi, il ne connaît pas la banque, il ne connaît pas Curve, il ne connaît pas AV, mais il a accès à ces services. Et là, du coup, on a quand même fait sauter les banques. Elles ne sont plus là parce qu'il n'y a plus de custody, il n'y a plus personne qui détient les fonds. Mais il y a toujours une part de centralisation entre l'utilisateur et son argent. Donc, il y a plein de choses à inventer et ça, c'est le grand espace des entrepreneurs. Il y a 10 000 trucs à faire aujourd'hui. Exactement. Et Jean, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui découvre le Bitcoin, ça serait quoi? Alors, qui découvre Bitcoin, alors ce qui est sympa, c'est de lire, enfin de se documenter sur Internet, il y a plein de tutos. Si on est vraiment en mode hardcore, qu'on veut vraiment comprendre Bitcoin dans les détails, etc., il y a Découvre Bitcoin Roxy qui a une bonne chaîne parce que lui, il reprend vraiment toutes les étapes, il les décortique, puis il est très accessible. Là, il est en train de monter des nœuds au Salvador dans les écoles pour que les enfants, 70% des gens n'ont pas de compte en banque au Salvador. Donc, lui, il s'est dit, bah, en fait, si je mets des nœuds dans les écoles, des nœuds Bitcoin, ben, les gens ils pourront injecter leurs transactions directement depuis le nœud de l'école. Et il leur suffit d'avoir un wallet sur leur téléphone, de savoir comment tout ça fonctionne, et hop, ils n'ont plus de problème de bancarisation, quoi. Donc voilà, ça c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment, et je lui souhaite vraiment beaucoup de courage. Donc découvre Bitcoin, c'est chouette pour découvrir Bitcoin. Après, nous, sur Grand Angle Crypto, on a des formations sur la DeFi, mais là, c'est plus quand on veut faire de la finance. Voilà. Parce qu'on est plus axé finance. Et ensuite, il faut essayer, il faut faire. Il faut prendre 5 $, même 1 $, avec Lightning Network. Il y a Mon Pèlerin ou BT qui permet d'acheter des bitcoins en partant de pas grand-chose. Il y a Ndonge pour les gens qui nous regardent au Congo. Donc Ndonge, c'est un exchange mobile money bitcoin. Donc voilà, il y a pas mal de sites quand on tape, j'avais regardé, parce qu'il y en a un, il m'a dit ouais, mais comment on fait, comment font les gens en Afrique pour acheter de la crypto, enfin du Bitcoin. Et je lui dis bah attends 2 secondes, je regarde. Et en fait, quand on tape exchange Bitcoin et le pays africain qui va bien, on trouve il y a des opérateurs de mobile money qui font du on-off-ramp. Donc le but, c'est de commencer à en acheter un tout petit peu et de jouer avec. Faut regarder, on dit bah, comment je l'envoie, comment je stocke ma clé, comment est-ce que tiens j'ai fait ça et maintenant j'efface mon wallet, est-ce que je suis capable de retrouver ma clé, de jouer avec. Et le mieux c'est de trouver des gens qui veulent jouer avec toi et du coup vos échanges entre vous, bah, vous les faites en Bitcoin, vous les faites avec Lightning, puis après vous regardez, moi j'aime beaucoup Bitcoin Beach Wallet parce que ils ont les stable sat et parce que c'est quelque chose de très accessible, et ça c'est chouette. Et après, si vous avez des milliers de dollars, en fait, ce qui est compliqué toujours quand on me parle de l'Afrique, je réponds aux gens, mais les gars, l'Afrique, c'est pas un pays. Je sais pas parler de l'Afrique, je sais pas faire. Entre l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Congo, le Centrafrique, le Sénégal, le Cameroun, ça a juste rien à voir. Autant me parler des Chinois et des Américains. Je veux dire, il y a un continent qui les réunit, il y a des choses qui les lient, mais on peut vraiment pas parler. Il y a pas d'homogénéité dans les styles de vie. Donc c'est très compliqué. Et il faut faire la distinction entre la personne, les gens qui n'ont rien ou pas grand-chose, et puis des gars qui habitent dans les grandes villes au Cameroun, ils n'ont pas du tout la même vie. Ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Et donc c'est pour ça que je dis ceux qui ont des milliers de dollars, en gros, où ben, là, ils peuvent plus nous rejoindre sur Grand Angle Crypto, parce qu'on va aborder des protocoles sur Polygon, sur Ethereum. Et là, rien que les frais, alors sur Polygon, ça va, mais sur Ethereum, on est à 10 $ de frais.
Donc évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde en Afrique. Voilà. Donc, Mhm. faut chercher, il faut se faire sa culture et surtout, faut essayer. Faut faire. Faut dire: «Et si j'appuie là, il se passe quoi?» Tu appuies. Donc là, Ouais. faut mettre pas beaucoup au début, faut vraiment pas mettre beaucoup. Parce que, moi, j'ai jamais autant appris qu'à l'épreuve de la réalité et en faisant. Voilà. Tous les gars qui parlent, c'est cool, hein, c'est sympa, mais après, faut faire. Faites, faites. Exactement. Voilà, ce que j'essaie de faire dans des années à venir, j'essaierai d'organiser une conférence crypto pour l'Afrique francophone, parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas encore, un événement qui rassemble vraiment tous les acteurs, les entrepreneurs pourront venir parler de leurs innovations et se faire découvrir à travers cet événement. Donc, les Africains, comme tu dis, surtout ceux que je maîtrise le plus, ceux qui font partie de ma communauté, c'est plus l'Afrique de l'Ouest, donc Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. Et puis l'Afrique, il y a un peu de l'Afrique du Sud, Madagascar, un peu du Maghreb et aussi plus de l'Afrique centrale. Bon, il y a aussi des gens de la diaspora, France, Belgique et tout. Donc, il y a vraiment cette réelle volonté de faire des choses, d'apprendre et même d'entreprendre. Donc, de plus en plus, il y a des projets qui sortent du truc et puis ça fait plaisir. Donc, je te remercie beaucoup, Richard, de t'être prêté au jeu. Et juste un petit truc à la fin quand même, parce qu'on parle de l'Afrique, il y a quand même quelque chose de très fort là-dedans. C'est que avant, la barrière entre un occidental et un africain, pour faire cliché, il y avait quand même une barrière de moyens. C'est-à-dire que on n'était pas sur les mêmes réseaux. Tu vois, tu pouvais pas, si tu veux acheter des actions Tesla, ou enfin des actions il y a 20 ans, bah, bon courage, va te connecter, enfin va voilà. Aujourd'hui, les barrières, elles sont de plus en plus là, elles sont mentales. Parce Exact. que dès que tu as ton smartphone, même un smartphone à 50 en fait, on n'imagine pas la capacité qu'on a à faire les choses. Là, on a une section e-sport je suis en train de monter une guilde, voilà. On a une section e-sport et on va faire venir des Indonésiens d'Indonésie pour jouer à Marseille contre, bah, essentiellement des Français parce que le jeu est bien connu en France. Mais les gars, ils vont halluciner quand ils vont voir des Indonésiens débarquer et en fait, c'est des gens, souvent, qui ont été exploités parce qu'on se disait: «Bon, en gros, c'est des mains, quoi, hein, voilà, on leur donne des instructions, ils font, ça coûte pas cher et ça revient et on vend» et globalement, beaucoup de peuples en Afrique ou en Asie du Sud-Est étaient considérés à peine mieux que des Thermomix, quoi, en gros. Enfin, tu vois? Des outils multifonctions un peu basiques. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est, mais en fait, il faut pas croire. Tout le monde a une intelligence équivalente. Un être humain, c'est un être humain, quoi, basiquement. Ouais. Et les gens qu'on va faire venir d'Indonésie, ils sont déter, mais de ouf, comparés à des gens, à des petits ce que j'appelle les petits Français avec beaucoup d'affection, mais et en fait, si vous êtes déterminé et que vous avez faim et que vous êtes, en Afrique, aujourd'hui, vous avez beaucoup, beaucoup moins de barrières pour rentrer en concurrence frontale avec les occidentaux. C'est quand même un truc assez extraordinaire. Est-ce que je le Moi, dis souvent, les je dis gars? ça, je Est-ce dis que je le rien. dis Moi, souvent? je dis ça, je dis rien. Ah, voilà, là, ça ne vient pas de moi. Ah Donc, avant oui. de te laisser filer, Richard, est-ce qu'il y a des projets à toi ce que tu peux partager, bien sûr? Euh, est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que j'ai aussi vu ta newsletter qui s'adresse à tout le monde. Est-ce que tu peux nous en parler également? Ah, oh, bah, on a une lettre en éco-finance, mais là, c'est pareil, c'est plus des gens qui ont un patrimoine d'environ 20 000 euros. Mhm. Après, donc ça, c'est sur Grand Angle Éco. Et en fait, elle est essentiellement destinée aux gens en Europe qui ont peur de se faire piquer leur argent à juste titre, avec l'inflation, avec les banques centrales, avec tout ce qu'on disait, et qui cherchent des solutions pour se protéger. Ensuite, sur Grand Angle Crypto, on a une lettre où là, on explore justement la finance décentralisée parce que on dit bon ben avoir peur et se défendre c'est bien, mais maintenant on va rendre les coups. On va essayer de se développer et d'anticiper et de voilà. Donc ça c'est Grand Angle Crypto où on va chercher à avoir des stratégies pour développer son épargne. Et Mhm. puis après sur Grand Angle Méta là
c'est de la spéculation des gènes où on investit sur des projets métavers, NFT, mais alors là, c'est vraiment c'est pour découvrir et il faut pas mettre beaucoup, quoi. C'est vraiment pour peut-être, voilà, ça explosera dans tous les cas, mais à la hausse ou à la baisse. Mais ça explosera, c'est tout ce qu'on peut C'est garantir. c'est sûr, c'est Et puis sûr. CleanSat, bah, bientôt CleanSat Mining, bientôt sur Grand Angle Crypto, voilà. Super. Merci beaucoup à toi en tout cas, c'est super de faire des podcasts comme ça et je te souhaite beaucoup de réussite. Merci beaucoup, Richard. Merci. Allez, prends soin de toi. Bye bye. Bye.